Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Benoît Bourdin. Hamon, samedi, cérémonie. Je vais vous poser directement la première question sur Christiane Taubira et la Marseillaise. Comme ça, nous parlerons d'éducation ensuite. Samedi, commémoration de l'abolition de l'esclavage, cérémonie. Il y a la Marseillaise qui résonne dans le jardin du Luxembourg, qui est chantée. Christiane Taubira ne la chante pas, vous êtes à côté d'elle. Est-ce que vous défendez Christiane Taubira? Je ne la chante pas non plus, comme la plupart des autres ministres. Pourquoi? Parce qu'elle est chantée par une soliste, la Marseillaise, ce jour-là. Et quand la Marseillaise est chantée par une cantatrice, comme quand elle l'était le 8 mai par les chœurs de la garde républicaine, dans ces moments-là, la Marseillaise, elle inspire quoi? Le recueillement. Et on ne la chante pas, on ne rajoute pas forcément sa voix à celle d'une soliste, d'une cantatrice ou d'un chœur. Et je ne comprends pas qu'on lui fasse à elle ce procès-là. Pourquoi est-ce qu'on me le fait pas à moi? Moi, je la chante dans les stades, la Marseillaise, sans problème. Mais quand il y a une commémoration, quand il y a une belle voix qui chante la Marseillaise, eh bien, ça inspire quoi? Le silence, le recueillement, et un moment qui est un moment que l'on partage avec d'autres. Et je suis... que pensez-vous de cette polémique, justement, qui est née de cette demande du Front National, notamment, ou de certains élus UMP, de démission, demande adressée à Manuel Valls, qui ne s'est pas exprimé hier soir, mais... Mais c'est, honnêtement, pourquoi est-ce qu'on me la fait pas à moi, cette demande? Je suis ministre de l'Éducation nationale. Oui. Je ne la chante pas le 8 mai. Je ne la chante pas le 10 mai aux côtés de Christiane Taubira. On lui fait le procès à elle. Pourquoi elle? Parce qu'elle est devenue le symbole aujourd'hui de conquête, d'une forme de démocratie vivante, de république vivante, qui assume la diversité de la société française, là où d'autres partis aujourd'hui rejettent cette république-là, rejettent ses règles, rejettent cette diversité, rejettent cette envie de progresser tous ensemble. C'est pour ça que Christiane Taubira, est l'objet de toutes ces critiques et toutes ces polémiques. La réalité, c'est qu'on va pas me le reprocher à moi. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous sommes aujourd'hui nous respectons profondément et l'hymne national et ce qu'il porte de message de la République, mais on lui fait le reproche à elle parce qu'elle est devenue l'objet de toutes les polémiques, injuste, et elle a eu raison de réagir parce que c'est injuste. Mais quand elle réagit, elle dit certaines circonstances appellent davantage au recueillement qu'au karaoké d'estrade. N'est-ce pas maladroit? Mais franchement, ce qu'elle veut dire, c'est que quand vous avez un chœur, la Marseillaise, c'est pas quand vous avez un chœur, quand vous avez le chœur de la garde républicaine qui chante, si vous rajoutez votre voix au cœur de la garde républicaine, lors des cérémonies du 8 mai, à l'Arc de Triomphe, je ne suis pas persuadé... Oui, mais d'autres chantaient samedi? D'autres chantaient samedi? Samedi, je ne sais pas. D'autres ministres, le Premier ministre. Mais dans le public, non, mais il y a eu deux cérémonies. Oui, deux moi, cérémonies. Celle du jardin du Luxembourg. Il y avait sans doute des gens qui chantaient, mais le problème, est-ce que tout ça, pour ça, est-ce que cette polémique a une utilité? Est-ce que on n'a pas d'autre chose plus importante que de mettre en cause une ministre? C'est dérisoire. Mais oui, c'est dérisoire. Est-ce qu'elle a mal servi la République, Christiane Taubira? Non. Elle est un des plus beaux exemples de la République aujourd'hui. Et on a commémoré quoi? Le fait que la République dans les Antilles, le fait que la République dans les Outre-mer, elle était particulièrement vivante, elle était particulièrement forte au moment où l'Empire, lui, rétablissait l'esclavage. Faut aussi se souvenir de ça. Qui a incarné la République au moment où l'Empire Bonaparte rétablissait l'esclavage? Sinon, les Antillais, les esclaves affranchis. C'était ça aussi le message. Donc elle est la descendante aussi de ces républicains-là, et qu'on lui fasse le procès de ne pas chanter la Marseillaise, c'est tout simplement injuste. Et le président de la République l'a dit et l'a rappelé, qu'à Saint-Domingue, les esclaves affranchis faisaient quoi? Ils chantaient la Marseillaise. Il chantait la Marseillaise. Eh bien, aujourd'hui, pas de mauvais procès à Christiane Taubira, pas de mauvais procès à ceux qui gardent le silence quand on chante la Marseillaise, parce que c'est aussi un moment de recueillement, c'est pas qu'un moment d'exaltation. Et moi, je la chante tout le temps dans les stades. Je ne la chante pas forcément dans les moments de commémoration, parce que ça ne me semble pas la bonne façon de se recueillir. Où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, la Marseillaise, elle est enseignée au primaire, et c'est une des bonnes choses, je trouve, aujourd'hui en primaire, qu'on apprenne la Marseillaise, qu'on essaie de comprendre ce qu'est le sens du message républicain, d'un hymne qui n'est pas qu'un hymne guerrier, même si certains le trouvent trop guerrier. Donc c'est aussi une bonne chose. Moi, je n'ai aucun problème, au contraire, à ce que la Marseillaise soit enseignée en primaire. La réforme des rythmes scolaires, on va changer de sujet. Benoît Hamon, est-ce que vous n'êtes pas, c'est ce que disait Hervé Gattegno il y a un instant dans sa chronique sur AMC, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire avec ce projet de réforme des rythmes scolaires ce que Ségolène Royal fait avec l'écotaxe? Et j'ajoute, vous inscrire dans la continuité, dire que l'idée était légitime, qu'il faut la poursuivre et faire le contraire.
Bon, franchement. Reprenons alors au début. Oui. Quand j'arrive comme ministre de l'Éducation, 94% des communes ont déposé une organisation du temps scolaire ou sont sur le point de la valider. Il reste 6% de communes qui résistent ou rencontrent des difficultés. J'essaye de regarder les problèmes tels qu'ils existent. Ce qu'on me dit, c'est quoi? Quand j'appelle Alain Juppé, par exemple, maire de Bordeaux, il me dit on a des problèmes sur la maternelle. Les écoles maternelles, aujourd'hui, c'est pas simple d'organiser le temps périscolaire comme ça le serait en primaire. Eh bien, dans la circulaire qui accompagne le décret que j'ai publié le 8 mai, il y a des dispositions sur la maternelle. J'entends quoi? Des communes, des maires de communes de petites communes, de communes rurales, qui me disent organiser 45 minutes tous les jours de temps périscolaire supplémentaire, c'est très compliqué quand on est une commune de 600 habitants. Donc regroupons. Donc nous, ce qu'il nous faudrait, c'est la possibilité de regrouper sur une après-midi pour obtenir quoi? Eh bien le fait que quand on a 4 communes dans ce qu'on appelle un regroupement pédagogique, eh bien pour le lundi, on libère le lundi après-midi pour la commune X, on libère le mardi après-midi pour la commune Y. L'avantage c'est quoi? Ou le vendredi après-midi pour d'autres communes. Ou le vendredi après-midi, mais pas toujours le vendredi après-midi. Aux enseignants qui auront peut-être un week-end un peu plus long. Mais pour une minorité d'enseignants qui se retrouveront dans cette situation. Et arrêtons de prendre la question des rythmes scolaires à travers le syndicat, ça, non? Mais si ça permet de faire plaisir à certains professeurs de pouvoir avoir leur vendredi après-midi, soit l'essentiel c'est quoi? Je veux terminer mon raisonnement sur les petites communes. C'est qu'on puisse avoir les mêmes intervenants qui interviendront sur 4 communes différentes, un jour différent par commune, et ainsi on fait des économies d'échelle et on réalise une activité périscolaire de bon niveau, même dans des petites communes. Dernier sujet qui nous avait été posé, des communes qui souhaitaient alléger encore la semaine. La semaine française, c'était une des plus aujourd'hui avec des journées les plus longues d'Europe, et on se retrouvait avec des semaines qu'on ne pouvait pas alléger. Nous avions choisi de rester dans un décret 24 heures de temps scolaire par enfant. Et des maires nous disaient est-ce qu'on peut pas faire 23 heures et grignoter un petit peu sur le temps des vacances d'été, par exemple? Ce décret le permet. Donc nous réglons des problèmes qui existaient. Il y a beaucoup de maires qui vous ont fait cette demande. Quelques-uns. Mais dans des communes suffisamment importantes, avec une expérience suffisamment importante aussi de l'organisation du temps scolaire pour qu'on juge cela intéressant. En clair, ma démarche, elle a été quoi? De dire, au-delà de ces 94% de communes, ne peut-on pas adapter le cadre réglementaire de façon à ce qu'il intègre des expérimentations nouvelles, dont ces communes qui concentreront le temps périscolaire sur une après-midi, dont ces communes qui décideront de grignoter sur les vacances d'été, pour faire en sorte que cette réforme, qui, je le rappelle, est dans l'intérêt de l'enfant dès lors qu'elle permet de travailler 5 matinées, et de façon à ce qu'elle soit mise en œuvre partout. Alors, il y avait des problèmes justement, qui étaient posés. Je vais vous parler des problèmes financiers dans un instant parce que c'est important. Mais je dirais un mot. Alors encore un mot vite, Benoît Hamon, et je. Oui. Mais des maires m'ont posé ces problèmes. Oui. J'ai cherché à les résoudre. Les parents d'élèves aussi m'ont posé ces problèmes. J'ai cherché à les résoudre. Ou des professeurs. Je veux simplement dire à ceux des maires, quelques-uns, qui disent non aujourd'hui. Je n'appliquerai pas. Tiens, Plaisir, vous connaissez la ville de Plaisir dans les Yvelines. Un mot sur ces maires. Oui. Marseille, qui dit non. Il y a des mairies qui, très très minoritaires, n'ont manifestement pas travaillé sur cette organisation du temps scolaire et périscolaire. Marseille, j'ai eu Jean-Claude Gaudin au téléphone, il demandait un moratoire. Jean-Claude Gaudin est un républicain, il sait une chose, c'est que l'organisation du temps scolaire, c'est l'État. L'école gratuite et obligatoire, c'est l'État. Et il revient à l'État de fixer le temps scolaire, la semaine, le mois, l'année. Alors ces villes, ces municipalités qui n'appliqueront pas mais elles s'appliqueront à la réforme. Mais parce que sinon, vous imaginez des parents d'élèves qui verraient le mercredi matin, le cas échéant, l'école fermée, parce que le maire aurait décidé de maintenir fermée l'école, alors que ce sont des moments où des professeurs des écoles, donc des instituteurs, vont donner ou faire la leçon à leurs enfants, ils seraient ces maires dans l'illégalité, et des parents d'élèves seraient en situation de pouvoir porter plainte contre les maires qui ont maintenu l'école fermée, là où ils attendent il n'y aura pas. Mais donc à la rentrée prochaine, toutes les mairies devront appliquer la réforme. Mais c'est pour ça que moi j'ai essayé de régler les situations. À la rentrée prochaine, toutes les mairies devront appliquer la réforme. Oui, elles étaient prêtes à 94%. Elles le seront avec le décret complémentaire que je pose à probablement pour la plupart. Et la question est de savoir si pour quelques maires très isolés, très isolés, qui ont décidé de faire de cette réforme un enjeu politique et polémique, nous devons abandonner une réforme qui est dans l'intérêt de l'enfant, il n'en est pas question. Donc, je veux rappeler une chose, c'est pourquoi faisons-nous travailler une matinée de plus les enfants avant de faire la semaine de 4 jours. On a tous connu 5 matinées.
tous. Oui. Et tous les parents d'élèves qui disent non aujourd'hui l'ont tous connu, jusque récemment, y compris pour les plus grands de leurs enfants. Et nous savons quoi ? C'est que les pics de vigilance, donc de concentration des enfants, sont entre 9h et 11h le matin. Le fait de faire travailler une matinée de plus tous les enfants de la République, c'est une occasion de mieux apprendre. Une matinée pour mieux apprendre. Apprendre mieux, c'est aussi avoir le goût de l'effort, le goût du travail, avoir plaisir à apprendre. Et pourquoi est-ce que c'est ma responsabilité de le faire ? Parce que je termine en CM2 aujourd'hui sur la lecture, sur les mathématiques, sur le fait de poser une fraction, sur le fait d'être capable de donner le double d'un nombre entier simple. C'est sur ces fondamentaux-là, sur des règles d'orthographe simples, on constate quoi ? Une faiblesse, grande faiblesse. Oui, un vrai recul des apprentissages fondamentaux. Et parce que l'on constate cela, il est de notre responsabilité, de la mienne comme ministre de l'Éducation, de faire en sorte qu'on travaille un matin de plus, parce qu'en travaillant un matin de plus, on donne une chance de plus de réussir à tous les enfants de la République. Alors, donc la réforme doit être appliquée à la rentrée prochaine. Que ferez-vous contre les mairies qui ne l'appliqueront pas ? Mais moi, il ne m'appartient pas les maires savent parfaitement qu'ils ont à l'appliquer. Pour la première fois, on les associe à l'organisation du temps scolaire. Donc ils appliqueront, mais ils seront obligés d'appliquer. Les enseignants, les écoles seront ouvertes. Pardon. Les écoles seront ouvertes. Jean-Jacques Bourdin, ma conviction, c'est que je pense qu'il n'y aura pas de maire pour fermer le mercredi matin une école, là où il sait, le maire, que c'est de la responsabilité de l'État de fixer le temps scolaire. Une école avec le directeur, avec les enseignants qui attendent les enfants. Non, mais imaginez-vous que les parents laisseront une école fermée le mercredi matin parce que le maire, parce qu'il n'a pas été assez consciencieux à appliquer, n'a pas voulu organiser la réforme, en dépit du fait que j'ai maintenu, ou le Premier ministre a choisi de maintenir une année supplémentaire le fonds d'aide aux collectivités locales, alors que, donc, les enfants pourraient rater quoi ? Une leçon ou des leçons importantes de calcul pour la première fois où on pose les fractions, des leçons importantes en français où pour la première fois on apprendrait les verbes du troisième groupe, etc., etc. Les parents accepteraient ça ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et je pense que les maires, mais quand j'ai envie de vous dire, moi je sais que l'immense majorité des maires n'a pas du tout cette intention-là. Que quelques maires très isolés décident cela. D'abord, ils nous font courir un risque, et d'abord un risque aux enfants. Alors, le coût, quand même. Vous avez annoncé 370 millions d'euros d'aide pour 2014, on est bien d'accord ? Absolument. C'est pas vous qui l'avez annoncé, c'était déjà annoncé. 2015, combien, puisque vous prolongez d'une année ? Alors, nous allons regarder les communes qui ont le plus de difficultés à mettre en œuvre un accueil périscolaire à côté de cette organisation du temps scolaire. Pourquoi je fais la distinction ? D'abord, pour rappeler que les activités périscolaires sont facultatives. Pour les élèves, comme pour les villes. Et je rappelais aussi aux Français qui nous écoutent que nous donnons une aide de 50 € par enfant aux villes, qu'elles organisent ou pas le temps périscolaire. Il y a un certain nombre de maires qui disent nous n'organiserons pas le temps périscolaire, mais qui percevront malgré tout 50 € par enfant. Je le rappelle, l'aide de l'État, elle n'est pas facultative. Elle va aux villes, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il arrive. Non, je dis ça parce qu'on entend les maires dire nous n'organiserons pas et nous ne recevons pas assez d'aide. En tout cas, ils seront aidés, mais ils ont décidé de ne pas organiser de périscolaire. Donc, ce que nous allons faire pour l'année 2015-2016, puisque nous prolongeons, 2015-2016, estimer ce que sont les besoins des collectivités, là où certaines activités périscolaires ne nécessitent pas de financement. Ça sera moins de 370 millions. Mais peut-être, nous en discuterons, mais c'est difficile de dire pour 2015-2016 ce que seront les besoins, sachant que cette année nous mobilisons quoi ? 50 € pour toutes les villes. 50 € plus 40 € pour les territoires, par enfant, pour toutes les villes. 50 € plus 40 € en zone rurale ou en zone urbaine défavorisée. À ces 50 € plus 40 € par enfant s'ajoute quoi ? 54 € par enfant quand vous faites un accueil de loisirs validé par les CAF qui garantit des taux d'encadrement qui sont satisfaisants et des activités avec des intervenants de bonne qualité. Donc ça peut aller jusqu'à 144 € par enfant. Là-dessus, l'État montre qu'il ne se désintéresse pas du financement de ces activités périscolaires et il prend un nouvel engagement. C'était demandé par la plupart des maires, notamment de l'UMP, qui disaient vouloir un moratoire. Ils voulaient que l'aide soit prolongée en 2015-2016. Elle le sera, c'est la décision du Premier ministre. Il n'y aura pas de moratoire, ceci dit.
Bon. Non, mais pour une raison simple, Oui, c'est non, que mais, je ne veux pas qu'il y ait de désordre. Oui, j'ai compris. Si vous on ne voulez commence pas à de désordre, donc la réforme doit être appliquée mais à je la vais vous rentrée prendre par un toutes exemple. les Si par mairies de exemple on France. avait dit Non, pas de maternelle dans le temps, Oui, dans l'organisation du temps scolaire, ça veut dire que vous auriez eu un enfant maternelle avec un temps et son grand frère ou sa grande sœur en primaire avec un autre temps scolaire. Alors, puisqu'on parle de pour les parents, maternelle c'est et de impossible. primaire, depuis quelques semaines, ça fait 2 ou 3 fois, des mères voilées manifestent devant une école maternelle du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis pour obtenir le droit de participer aux sorties scolaires de leurs enfants. Est-ce que ce droit leur est refusé à cause de leur voile ? Il y a une circulaire qui existe dans ce domaine-là qui prévoit que... Circulaire Châtel. Oui, qui prévoit et qui est appliquée avec beaucoup de discernement en réalité sur le terrain. Je vous le dis parce que moi je sais, pour l'avoir vu, oui, avec beaucoup de discernement, quand il n'y a pas d'eau, aujourd'hui quand la plupart des parents qui accompagnent ou qui sont en situation d'accompagner les enfants, sont notamment des mamans, ne portent pas non pas le niqab, mais juste un foulard ou un voile, c'est aujourd'hui dans beaucoup de villes une réalité. Pas partout. Non, pas partout. Mais c'est là où il faut faire preuve de discernement. Qu'est-ce que vous demandez à ceux qui interdisent à ces... Est-ce que c'est juste d'interdire à une maman qui porte juste le foulard d'accompagner ses enfants lors d'une sortie scolaire? Est-ce que c'est juste? Je pense aujourd'hui qu'il faut regarder au cas par cas et faire preuve dans ce domaine-là de discernement. Mais est-ce que c'est juste de lui interdire? Je vous pose la question. Dans certains cas, ça peut l'être. On ne sait pas si c'est juste de l'interdire. Dans certains cas, je ne sais pas si. Moi, je ne connais pas les parents. Vous savez, on parle. C'est pas de l'abstraction. Les parents d'élèves, une dame avec un voile dans une ville X, elle n'a pas le même, on peut pas mettre un signe égal avec une autre dame dans une ville Y, comme avec les parents d'élèves que vous rencontrez dans chacune des écoles. Vous trouverez des parents d'élèves qui sont très soucieux de l'intérêt général, et vous trouvez aussi des parents d'élèves qui sont, pardon de le dire, quelques-uns très consuméristes et qui attendent que l'école s'adapte à leur enfant et pas le contraire. Et donc, on se met tous au service d'un seul et unique enfant. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut, dans ce cas-là, et dans ce cas précis, faire preuve de discernement et regarder de quelle manière, oui, dans un certain nombre de situations, on peut accepter que c'est déjà le cas des mamans qui portent un voile. Vous recommandez une certaine mansuétude, je recommande le discernement. Voilà. Le discernement, oui. C'est un mot en français extrêmement clair. Oui, extrêmement clair. Quand il n'y a pas de prosélytisme religieux apparent, on peut permettre aux mamans. Et je rappelle qu'il y a des encadrants, qu'il y a des professeurs avec un foulard. Mais voilà, qu'il y a des professeurs qui sont là, qui. Ça ne vous choque pas qu'une maman. Non, je le dis, sur certaines sorties scolaires, ça ne me choque pas. Ça vous choque pas. Bien, vos réformes. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Quelles sont? On dit que vous êtes en train de réfléchir à la mise en place de systèmes permettant moins de rupture dans le passage de la 6e au collège. C'est vrai que parfois l'enseignement change totalement, les enfants peuvent être un peu désemparés, et vous voulez changer un peu l'évaluation des élèves. Alors, on a déjà des choses qui se font sur l'évaluation des enfants avec la dictée. Aujourd'hui, vous savez, vous êtes noté négativement en quelque sorte. On regarde vos fautes, peu importe d'ailleurs que vous fassiez toujours le même type de faute ou que vous fassiez des fautes de différentes natures. Ce que nous avons souhaité, c'est qu'il y ait une évaluation plus positive qui insiste sur les progrès de l'élève et qu'on n'ait pas toujours une forme de note punition, de note sanction qui se termine toujours par un 0, même si vous avez mieux conjugué qu'auparavant et que vous avez progressé dans un certain nombre de domaines. C'est par exemple ce qui a été proposé dans le cadre de l'évaluation de la dictée. Je souhaite que sur les évaluations des enfants, on ait une approche qui soit une approche moins punitive, qu'on finalement on rompe avec cette logique du tri par l'échec, où ceux qui échouent sont mis de côté et on ne garde que ceux qui réussissent, et on cherche toujours une solution qui est une solution de rechange pour ceux qui échouent. Mais cette école républicaine-là aujourd'hui, elle sait très bien sélectionner les élites, mais aujourd'hui elle a un vrai échec en matière justement de lutte contre les inégalités sociales. Première chose sur l'évaluation. Ensuite, sur le rapport primaire-collège. Quand vous passez pour un enfant d'un professeur des écoles qui s'occupe de deux choses, vous transmettre des connaissances, vous apprenez à lire et à écrire, et vous apprend aussi ce qu'on appelle le savoir-être, le respect de l'autre, à plusieurs professeurs qui vont se concentrer pour ces professeurs, pour l'essentiel, sur la transmission des connaissances. Votre CPE s'occupant de ce qu'on appelle le savoir-être, le respect, etc. Je pense qu'il y a là des ruptures qui sont parfois déstabilisantes, tout le monde le sait, pour les élèves. Et une chose est sûre, c'est que toutes les écoles qui réussissent sont celles qui éliminent les sources d'anxiété
pour les enfants, ce qui les inquiète, les déstabilise, les insécurise. Eh bien, dans ce lien entre le primaire et le collège, il y a déjà des efforts considérables qui sont faits pour lutter contre le décrochage, et nous allons les poursuivre, et nous devrons réfléchir à cette jonction, parce que c'est une jonction, effectivement, qui peut amener à ce qu'on accentue le décrochage plutôt qu'on aide à le résoudre. Je rappelle, et c'est un des chiffres préoccupants pour l'éducation nationale française, aujourd'hui, qu'en 6e, on a un recul des apprentissages fondamentaux, comme évidemment en fin de CM2, tout à fait préoccupant pour le français et que pour les mathématiques, et que c'est une des questions prioritaires sur lesquelles nous devons nous pencher. Et là encore, je le dis, moi je ne veux pas travailler avec de la brutalité, je veux essayer de réunir l'ensemble de la communauté éducative sur les solutions. L'un des axes sur lesquels vous avez travaillé. J'ai une dernière question à propos du Nigeria, des lycéennes enlevées au Nigeria. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, de nombreux lycéens se mobilisent dans des écoles, des lycées, on se mobilise. Est-ce que vous encouragez ces initiatives? Oui. Oui. Et vous demandez aussi aux enseignants je ne sais pas moi, de parler de cet enlèvement, des conditions de cet enlèvement dans leur classe. Le 10 mai, on vient de commémorer les abolitions. Il n'y en avait pas eu qu'une en France de l'esclavage. Et pour en même temps que coïncide un acte qui est un acte qui montre que l'esclavage aujourd'hui persiste. Alors est-ce que vous encouragez toutes les initiatives dans les lycées? Je pense que des initiatives qui visent à exprimer de la solidarité à l'égard de ces jeunes lycéennes enlevées ou collégiennes, parce qu'il y en a des très jeunes, sont bonnes, sont positives. Et est-ce que les enseignants doivent s'engager? S'ils le souhaitent, c'est déjà le cas. J'étais avec beaucoup de collégiens qui se sont engagés dans des films, dans des expositions pour le 10 mai. Hélas, c'est une occasion supplémentaire de le faire à travers une actualité, pas simplement une commémoration, mais je trouve bien qu'on puisse s'engager sur des causes comme celle-là, parce qu'elles montrent qu'on peut être solidaire d'autres lycéens, ou en l'occurrence lycéennes et collégiennes, à l'autre bout du monde, qui sont elles aujourd'hui victimes d'actes absolument inacceptables. C'est bien aussi que la France s'engage directement aux côtés du gouvernement nigérian pour retrouver les auteurs de ces actes inacceptables. Merci Benoît Hamon, il est 8h58, merci. Merci à vous.